Imagine un instant que l'on puisse retirer toute la terre sous nos pieds et ne laisser que le vivant. Sous chaque forêt, chaque prairie, chaque potager, chaque forêt comestible apparaîtrait un réseau d'une densité vertigineuse, un maillage de filaments si long que, mis bout à bout à l'échelle de la planète, il représenterait des milliards de kilomètres. Ce n'est pas une image poétique, c'est le monde des champignons. Et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi sans eux, les forêts n'existeraient pas. Et probablement nous non plus. Bienvenue dans le monde des mycorhizes. Avant d'aller plus loin, il faut casser une idée reçue. Les champignons ne sont pas des plantes. Ils sont phylogénétiquement plus proches de nous, les animaux, que du chêne ou du blé. Ils possèdent de la chitine, comme les carapaces des crabes. Ils ne font pas de photosynthèse, ils ne produisent pas leur propre énergie. Et pourtant, ils ont rendu possible la vie sur Terre telle que nous la connaissons. Il y a environ 450 millions d'années, la vie tente quelque chose d'audacieux, quitter l'océan. Mais les premières plantes terrestres ont un problème majeur. Elles n'ont pas de racines. Sur le site fossile de Rini, en Écosse, on a retrouvé des preuves fascinantes. Ces plantes pionnières vivaient déjà en association avec des champignons. Les champignons servaient d'ancrage, d'interface avec le sol, d'extracteurs de minéraux. La mycorhize du grec mykos, champignon, et rhiza, racine, n'est donc pas une option écologique moderne. C'est le contrat fondateur de la vie terrestre. Mais attention, la relation entre plantes et champignons n'est pas romantique, c'est un échange, un troc extrêmement précis. La plante capte l'énergie du soleil, elle produit des sucres, elle peut céder jusqu'à 20 à 30% de sa production de carbone à son partenaire fongique. En échange, le champignon explore le sol. Et son réseau de filaments, le mycélium, peut explorer un volume que la racine seule ne pourrait jamais atteindre. Il rapporte du phosphore, de l'azote, de l'eau, des oligoéléments. Pour bien comprendre, imagine une tisane du sol. Les champignons décomposeurs digèrent la matière morte, ils libèrent les minéraux dans le sol, les champignons mycorhiziens viennent boire cette tisane et la livrent directement au cœur de la racine. Et voici un point essentiel. Pour la plante, produire un filament fongique coûte environ 100 fois moins cher que produire une racine pour explorer le même volume. C'est une stratégie d'efficacité énergétique, ce n'est pas de la générosité, c'est une optimisation. Il existe deux grandes architectures. Les ectomycorhizes, elles forment un manteau autour des racines. On les retrouve chez les chênes, les hêtres, les pins. C'est le monde des cèpes, des giroldes, des truffes. Le champignon entoure la racine comme une chaussette. Il ne pénètre pas la cellule. C'est visible à l'œil nu. Ensuite, on a les endomycorhizes et arbuscules. Elles concernent environ 80% des plantes terrestres. Les légumes, les céréales, les arbres fruitiers. Ici, les champignons pénètrent dans les cellules racinaires et forment des structures appelées arbuscules. Des micro-arbres à l'intérieur des cellules. Une surface d'échange démultipliée. C'est invisible à l'œil nu, mais universel. Grâce à l'imagerie robotique moderne, on observe le comportement du mycélium sur des années. Et ce que l'on voit est fascinant. Le réseau envoie des éclaireurs, investit dans des zones pauvres, élargit ses autoroutes quand le trafic augmente, fait circuler les ressources dans les deux sens de circulation. On parle d'intelligence distribuée, pas de conscience, pas d'intention, mais une capacité d'optimisation logistique impressionnante. Les flux de sucre et de nutriments peuvent se croiser simultanément dans les mêmes filaments. La complexité est réelle, mais attention!
on a popularisé l'idée d'une forêt qui communique de manière altruiste. La réalité scientifique est plus subtile. Oui, des ressources peuvent circuler. Oui, des signaux chimiques existent. Si une plante reçoit trop d'engrais minéraux, elle n'a plus besoin du champignon. Elle coupe les vivres, elle le licencie. Les strigoloctones, souvent présentés comme des messages altruistes, sont d'abord des hormones racinaires. Les champignons les interceptent. Il s'agit d'une interception de signal, pas d'une conversation morale. Le réseau optimise. Il ne moralise pas. On voit aujourd'hui beaucoup de produits commerciaux. Ajoutez des mycorhizes à votre sol. Mais les champignons sont co-adaptés localement. Ils évoluent avec le climat, le sol, les plantes locales, les bactéries associées. Importer des souches exotiques parfois venues d'autres continents peut poser problème. Les taux d'implantation durable sont souvent faibles. Les souches locales reprennent leur place et parfois on perturbe des équilibres microbiens invisibles. La solution n'est pas d'acheter des champignons, la solution est de créer les conditions favorables. Comment ? Une couverture permanente du sol, réduction du labour, diversité végétale, apport organique, racines vivantes toute l'année. Les mycorhizes sont déjà là. Elles attendent qu'on cesse de les détruire. On voit donc tout le rôle des jardins-forêts et des forêts comestibles et ce type d'agroforesterie multi-étagée. Quand j'ai appelé le réseau de partenaires de l'école Jardin-Forêt le mycélium, ce n'était pas un hasard. Le mycélium ne se voit pas, mais il structure tout. Chaque acteur échange des ressources, chaque élément renforce l'ensemble. Il n'y a pas d'altruisme naïf, il y a de l'interdépendance. Et c'est peut-être ça la vraie leçon des mycorhizes. Si tu veux rejoindre le réseau mycélium et que tu es curieux de le découvrir, je mets le lien dans la description. Un arbre n'est pas un individu, c'est un écosystème emboîté, un réseau, une alliance vieille de 450 millions d'années. Nous avons passé un siècle à simplifier le sol par la chimie. Peut-être que l'avenir consiste à réapprendre à collaborer avec ce réseau invisible. Sous chacun de nos pas, un empire respire et il nous maintient en vie.